pour la petite histoire, j'ai fait une école de commerce et j'étais régulièrement convoquée dans le bureau de la directrice des programmes pour me dire qu'il fallait retourner dans le droit chemin de l'audit ou du marketing ou de la finance. On sentait qu'il y avait quelque chose à faire, il fallait tester. On a fait changer les lois en Inde. C'est plus de 2000 enfants qui ont retrouvé le chemin de l'école. Salut les chefs, je suis Sophie Plumer et je vous souhaite la bienvenue dans cette 3e saison du podcast sur le thème de l'impact. Depuis le mois de mars, je pars à la rencontre d'hommes et de femmes qui font bouger les lignes chaque jour à leur échelle, souvent avec douceur, toujours avec profondeur. Sans tabou, nous parlons de leurs projets, de leurs rêves, de leur rôle de chef, de leurs doutes aussi bien sûr et de la manière de les dépasser. Tel un mantra, chaque épisode démarre avec la même question. Ça veut dire quoi pour toi avoir un impact positif sur le monde ? Aujourd'hui, je reçois Fanny Frémont. Si vous avez entendu les extraits qui précèdent cette introduction, vous avez compris qu'en termes d'impact positif, on est sur du très lourd. Fanny est pour moi le modèle d'une chef qui s'engage et fait bouger les lignes. Elle travaille aux achats d'un grand groupe de cosmétiques quand elle se rend compte que la filière d'approvisionnement en minerais qui sert au rose à joues exploite les enfants en Inde. Le déclic s'opère et depuis 7 ans, Fanny s'engage et fédère les entreprises les plus puissantes du monde pour rendre cette filière plus durable et responsable et in fine sortir les enfants des mines d'extraction. Pour chef, Fanny a accepté de me raconter son histoire, son déclic, son engagement, ses actions concrètes, son impact, ses apprentissages en matière de leadership. J'espère sincèrement que cet épisode vous éclairera sur les dessous de notre modèle de consommation et vous donnera aussi envie de vous engager à votre échelle, petit à petit, pour faire bouger les lignes. Je vous souhaite une bonne écoute de ma conversation avec Fanny Frémont et je vous retrouve en fin d'épisode pour le débrief. Bonjour Fanny. Bonjour Sophie. Bienvenue sur Chef. Merci. Fanny, tu es la cofondatrice de l'initiative Pour un Mica responsable, qui est une organisation qui œuvre depuis bientôt 7 ans pour une filière d'extraction du mica plus durable et plus responsable. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Merci de l'invitation. Et j'ai une première question pour toi. En fait, j'en ai 2. Qu'est-ce que le mica ? Et en quoi c'était important pour toi de t'intéresser à ce minerai ? Alors le mica est justement un minerai qui est utilisé dans plein d'industries différentes. On ne le connaît pas beaucoup, mais il est utilisé pour à la fois ses propriétés physiques, il est brillant en fait, et c'est tout ce qu'on a de brillant dans par exemple les maquillages, donc les cosmétiques, mais aussi dans la peinture, ou le brillant d'une peinture par exemple métallisée automobile, c'est du mica. Et après, ça a des propriétés aussi d'isolation thermique et électrique. Et pour ces propriétés-là, ça va être utilisé dans tout ce qui est matériel électronique, donc dans un grille-pain, un sèche-cheveux, une machine à café ou à laver. Et aujourd'hui aussi dans tout ce qui est batterie électrique. Donc ça, c'est pour l'utilisation du mica. C'est un peu, je vais pas dire un produit du quotidien, mais en fait, ça l'est, c'est dans nos produits du quotidien. C'est un produit du quotidien. On se lève le matin, on se brosse les dents, il y a du mica dans le dentifrice, on se met un peu de maquillage, on se met du mica. On se fait un café ou un thé, on utilise en fait notre bouilloire, notre grille-pain, du mica. On prend une voiture, un train, un bus, un vélo électrique, on retrouve du mica. Dans notre téléphone, notre ordinateur, il y a du mica. Donc c'est un sujet absolument inconnu, mais en effet qu'on trouve partout. Et pour la deuxième question, du coup, comment j'en suis venue à regarder un peu plus ce sujet. Je travaillais au préalable dans la cosmétique, en charge des achats responsables. Et donc, dans ce cadre-là, j'avais commencé à travailler sur le mica. On s'est très vite rendu compte qu'il y avait des problématiques liées aux conditions de travail et notamment prévalence de travail des enfants dans les mines d'extraction en Inde et à Madagascar, et aussi l'illégalité de la collecte. Et en fait, au titre d'une entreprise individuelle, c'est extrêmement dur de travailler dans des pays loin sur des questions de légifération, sur des questions de travail des enfants, etc. Donc on sentait qu'il y avait besoin d'aller plus loin et d'amener autour de la table différents acteurs, les gouvernements, des ONG, des entreprises, et qu'il fallait dépasser la taille de l'entreprise individuelle. Tu t'en es rendu compte dans ce cadre des fonctions que tu avais en tant que responsable des achats responsables, c'est ça ? Exactement. Comment s'est passé le déclic ? Comment tu as pris conscience en fait des conditions d'extraction du mica ? J'en ai pris conscience d'abord par un article dans la presse qui nous a alertés sur le sujet.
À ce moment-là, en fait, on s'est tout simplement déplacé. Donc moi, je suis allée en Inde, dans des zones d'extraction du mica, dans des mines, et j'ai pu constater par moi-même la présence de nombreux enfants et globalement de conditions de travail pour les adultes et les familles assez déplorables dans des zones très pauvres. Donc voilà, le constat était là, et on a tout de suite voulu, avec d'autres cosméticiens, mettre en place des actions. On s'est dit, comme je le disais précédemment, qu'on avait aussi besoin des autres industries utilisatrices pour avoir de l'impact. On avait besoin des gouvernements, d'ONG pour leurs compétences à sortir des enfants d'une mine et à les rescolariser. Et c'est de là qu'a germé l'idée en fait, de créer l'initiative pour un mica responsable que je dirige aujourd'hui. Bravo pour ça. Merci. Tu vas m'expliquer un peu plus justement ce que vous faites dans cette association, l'impact que vous avez, puisque c'est le thème de cette saison. J'ai une question rituelle sur Chef que je pose à tous mes invités, qui est qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Fanny, avoir un impact positif sur le monde ? Pour moi, avoir un impact positif, c'est avoir une contribution bénéfique finalement à quelque chose, que ce soit pour les autres, pour l'environnement, pour la société au sens large. Voilà. Et est-ce que c'était... Parce que finalement, que ça soit dans ton poste de responsable des achats responsable, ça fait 2 fois responsable, mais et dans ton rôle actuel avec l'initiative pour le mica responsable, tu es dans un rôle de leader. Est-ce que tu avais déjà conscience avant de vouloir agir pour avoir un impact positif ? Est-ce que cette notion-là, cette envie-là, cette intention, j'imagine qu'elle est présente aujourd'hui. Est-ce qu'elle était déjà présente avant et est-ce que tu peux m'expliquer peut-être comment cette intention a évolué ? Alors, elle était déjà présente avant. Pour la petite histoire, j'ai fait une école de commerce et j'étais régulièrement convoquée dans le bureau de la directrice des programmes pour me dire qu'il fallait retourner dans le droit chemin de l'audit ou du marketing ou de la finance. Et donc, j'ai fait mon premier stage en sortant d'école dans une grande boîte en marketing. Et je me suis dit, non, je retourne à ce que j'ai vraiment envie de faire. Qui était quoi, ce que tu avais envie de faire ? Et pourquoi tu étais convoquée Parce que j'avais plutôt envie d'être dans le monde du développement ou de l'humanitaire et qui allait pas vraiment avec les grands profils qu'on voulait former dans les écoles de commerce à ce moment-là. Ça a beaucoup évolué depuis. Donc, c'est plutôt chouette. Mais à l'époque, j'étais un peu l'outsider. Voilà. Et j'y suis revenue assez vite sur la construction d'un hôtel écologique pour le groupe Rocher. Donc c'est ce groupe cosmétique au sein duquel j'ai travaillé, qui m'a fait beaucoup confiance sur mes engagements, ma capacité à apprendre, mon envie de faire, plus qu'à ma formation théorique. Et voilà, donc j'ai pu très vite aller sur des métiers à impact au sein du groupe et maintenant au sein de cette initiative. Aujourd'hui, c'est quoi l'impact, justement, que tu as avec cette initiative pour le mica ? Au sein de l'initiative, je dirais qu'on a différents impacts. On a évidemment une mission ou un objectif final qu'on voudrait atteindre, qui sont des chaînes d'approvisionnement en mica exemptes de travail des enfants et responsables en termes de pratique et respect des droits de l'homme. Et pour atteindre en fait cet objectif ultime, ce qu'on fait souvent dans le monde des ONG et des associations, c'est de créer une théorie du changement. Donc c'est tout un tas d'activités qui vont avoir des impacts intermédiaires jusqu'à atteindre cet objectif final. Donc nous, on est plutôt au stade de ces impacts et résultats intermédiaires. On n'est pas au bout du chemin. Mais ce que je peux quand même citer par exemple, et qui contribue justement à atteindre par des chaînes de causalité cet objectif final. On a fait changer les lois en Inde. Il y a une nouvelle loi qui a été publiée l'année dernière et qui va permettre de reconnaître 300 000 travailleurs du mica et de les faire passer dans la légalité. Donc ça, pour nous, c'est extrêmement important. On travaille en Inde dans 180 villages et ça représente à peu près 16 000 familles ou 90 000 bénéficiaires. C'est plus de 2000 enfants qui ont retrouvé le chemin de l'école. Voilà, donc tout ça pour moi, ce sont des impacts. On est passé aussi de 10 à 100 membres et des membres pour nous, ce sont des entreprises ou des ONG qui nous rejoignent et qui signent des engagements de transformation dans leur chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est de l'impact aussi via eux et via ces entreprises et les bonnes pratiques qu'elles vont mettre en place dans leur propre chaîne d'approvisionnement. Donc voilà, ça touche à, je dirais, pas mal de facettes. Quand tu dis on en est encore à l'impact intermédiaire, c'est déjà énorme en fait. Enfin, ce que tu dis, vous avez
permis de reconnaître 300 000 travailleurs, aider 16 000 familles, sorti 2 000 enfants des mines pour leur permettre de retrouver le chemin de l'école. En termes de chiffres, puisque tu parlais un peu de chiffres, pour qu'on se rende compte peut-être de l'impact souhaité à terme, ça représente 10 fois plus de personnes, ou c'est quoi l'impact quantitatif que vous voulez avoir sur cette population ? Il y a des études qui disent qu'en Inde, il y aurait à peu près 30 000 enfants dans les mines. Donc on en est encore loin. C'est à peu près 10 000 aussi à Madagascar, enfants. Donc on a encore un bout de chemin. Après, on ne prétend pas non plus résoudre tout ça tout seul. Donc on a un gros travail de lien avec d'autres ONG qui travaillent en Inde ou à Madagascar, et d'avoir une stratégie commune pour avoir un impact plus grand tous ensemble. Ça m'intéresse maintenant de savoir un peu plus comment tu fais au quotidien pour avoir déjà ces résultats qui sont déjà énormes et très concrets. Si je reviens un peu en arrière, tu es dans ton poste précédent aux achats, tu te rends compte qu'il y a ces problèmes sur le terrain en Inde et à Madagascar, tu décides d'agir. Et comment on agit ? Comment on agit en plus dans un pays qui n'est pas le nôtre ? On connaît peut-être pas les règles, on connaît pas les politiques, etc. Et où en plus on se dit qu'il faut fédérer des grosses entreprises parce que seul on peut pas y aller. Comme ça, je me dis que tu devais être face à une belle montagne. et je suis intéressée par savoir, ça a été quoi les premiers pas ? Les premiers pas, c'est exactement ce que tu viens de mentionner, c'était de fédérer, faire connaître, faire adhérer. Donc il y a eu finalement le gros du travail au début, c'est d'aller à la rencontre des personnes, les faire se parler. Et quand je dis les personnes, c'est surtout les organisations, donc les entreprises privées, les ONG, les gouvernements, qui sont en plus des mondes entre lesquels il y a beaucoup de défiance. Les entreprises n'aiment pas trop que les ONG travaillent avec elles, ou inversement, les ONG voient les entreprises comme les méchants avec qui il ne faut pas s'allier. Donc, il fallait aller chercher ces mondes et les faire se parler entre eux. Faire connaître le sujet du mica, qui est en fait un sujet qui est complètement méconnu. Je pense que finalement, personne ne sait qu'il y en a à peu près dans tous les produits qu'on utilise au quotidien. Donc, il fallait sortir le sujet de sous le tapis. Donc ça, c'est aussi aller en parler dans les instances internationales, aller en parler au niveau de la Commission européenne, au niveau des entreprises. Et donc ça, c'est des choses qu'on a, je pense, pas trop mal réussi. Et après, pour pouvoir continuer à faire adhérer, pour moi, il y a un vrai travail d'écoute active. En fait, les organisations, elles vont continuer à soutenir si elles y trouvent du bénéfice pour elles, en tant qu'entreprise ou en tant qu'ONG, parce que ça sert leur mission. Donc, il faut pouvoir écouter, identifier leurs besoins et y répondre, et aussi créer beaucoup d'appropriation. Donc, les faire contribuer à l'élaboration des solutions imaginées et à leur mise en œuvre. Comment tu passes de salariée à fondatrice de cette initiative ou cofondatrice ? En quelques minutes. Non, parce qu'en fait, en t'entendant, je me dis, ok, c'est presque une vocation, parce qu'en fait, cette mission, elle allait au-delà de ta mission de responsable des achats. Donc, comment cette bascule, elle s'est opérée ? Tu as décidé de t'attaquer à la filière et aujourd'hui, tu en fais ton activité à 100%. Je suis intéressée pour savoir quel a été le chemin, en fait. La façon dont ça s'est passé, c'était un sujet que je discutais déjà en étant dans le groupe Rocher avec d'autres cosméticiens. Pour la petite histoire, j'étais enceinte de mon premier enfant, en congé maternité, et l'opportunité se présente. On est aussi de signer l'achat de notre appartement, donc pas vraiment dans une situation entièrement stable. Et l'occasion se présente, je me dis que j'ai envie d'y aller. Et j'en discute avec mon mari, du coup, en lui demandant, écoute, voilà, il y a cette opportunité, j'ai envie de donner 1 an de mon temps pour voir si ça peut marcher. Qu'est-ce que t'en penses ? Et du tac au tac, il me répond, il faut y aller, c'est une évidence. Et c'est ce qui a, je pense, déclenché le démarrage, l'opportunité et des gens qui croient en moi autour de moi. L'opportunité, c'était que d'autres cosméticiens comme nous, le groupe Rocher, avions envie de créer cette initiative. On sentait qu'il y avait quelque chose à faire, il fallait tester. Donc on s'était dit, testons le modèle pendant 1 an, on voit si on trouve des financements, si on trouve des membres qui croient, si on arrive à mettre en place des plans d'action, notre théorie du changement, etc. Et ça marchait si quelqu'un y investissait du temps et de l'énergie, et j'avais envie de le faire. Ok.
Donc tu te lances dans cette aventure. Tu disais que vous étiez passé de 10 membres à 100 membres. Concrètement, les membres, c'est quoi? À quoi ils servent? Comment tu vas les chercher? Comment tu les convaincs d'adhérer à l'initiative? Alors, comment je vais les chercher pour commencer? C'est vraiment des discussions, voilà, en individuel ou via parfois des salons pour les industriels. Et l'idée, c'est de leur exposer les problématiques. Il y a beaucoup d'industriels qui ne savaient même pas qu'ils utilisaient du mica, donc c'est déjà leur faire connaître le mica, leur expliquer les problématiques associées à l'approvisionnement en mica, leur montrer que nous, on peut apporter des solutions crédibles et de leur montrer en quoi ça va être bénéfique pour eux. Donc ça, je pense que c'est un peu les étapes qui vont faire qu'ils décident de s'engager. Et après, une fois qu'ils sont engagés, pour les retenir, il faut que nous, on puisse délivrer et apporter aussi vraiment des vrais progrès. Des membres, ça veut dire qu'ils financent la structure. Hein. Exactement. En fait, ils financent la structure et plus important encore pour nous, ils prennent des engagements. Donc, ils signent des engagements en entrant, par exemple, de mettre en place des bonnes pratiques, de payer un salaire décent aux travailleurs du mica en Inde, à Madagascar, et ils s'engagent évidemment à lutter contre le travail des enfants. Donc tout ça, c'est même encore plus important pour moi que l'adhésion financière. Bien sûr. Pour les convaincre de passer le pas, il faut aussi qu'ils y trouvent leur intérêt. En quoi c'est bénéfique pour eux de finalement payer plus cher le mica, prendre les engagements d'approvisionnement via des filières responsables et durables? Qu'est-ce qu'ils y trouvent, les entreprises qui adhèrent? Bonne question. Je pense que la réponse, elle va différer peut-être selon les entreprises et ça peut être un mix de plusieurs choses. Donc, il y a des entreprises qui s'engagent par pure aussi éthique, comme tu l'as mentionné. Après, il y a des contraintes réglementaires de plus en plus importantes en Europe, notamment aux États-Unis, avec toutes les réglementations sur la diligence raisonnable, le respect des droits de l'homme, etc. Donc, qui pour nous sont une aide aussi très importante pour les faire nous rejoindre. Et après, il y a aussi un risque réputationnel fort quand on parle de travail des enfants. Donc, ça peut être aussi un argument, finalement, pour permettre à des entreprises de nous rejoindre. Et après, au-delà de ça, pour moi, en fait, quand on commence à regarder dans sa chaîne de valeur, accompagner, on tisse des relations, en fait, qui sont extrêmement bénéfiques derrière pour de la sécurisation des approvisionnements dans un monde qui se tend aussi énormément sur ces sujets-là. Et ça a des impacts derrière sur de la productivité, de la qualité, sur l'engagement des équipes. Donc des choses qui sont un peu plus intangibles, mais qui sont des réels bénéfices pour les organisations. Je veux bien maintenant qu'on parle de l'impact que tu as sur les travailleurs du mica en Inde et Madagascar. Comment on passe, peut-être je schématise, mais d'une décision d'un acheteur d'acheter le mica un peu plus cher et à telle filière d'approvisionnement plus éthique à les enfants sortent des mines et vont à l'école. C'est quoi le lien? C'est quoi les étapes, en tout cas, le chemin? Alors, une de nos particularités, et on fait un peu cas à part dans le milieu des initiatives sur ces sujets-là, nous, on travaille vraiment dans les pays. Donc, on a des équipes en Inde, on a des équipes à Madagascar, et ce qui peut être imaginé, pensé au niveau d'entreprise en Europe, aux États-Unis et en Asie, peut se mettre en place directement au niveau très local via les équipes. Et ensuite, on s'appuie sur un réseau d'ONG ou d'experts en local. Donc, nous, on va vraiment dans les mines, dans les villages, dans les sites après de transformation et on accompagne. Donc, on a vraiment ce volet transformatif qui est peu présent dans les autres organisations de ce style. Et en fait, ça nous permet de faire le grand écart en parlant aussi bien avec les communautés dans le sud de Madagascar que les gouvernements et les entreprises. Et c'est cette force-là qui permet en fait de passer de je prends une décision d'achat sur une table à Paris et ça va être cascadé jusqu'à une usine au fond de l'Inde. Ok. Les personnes en local, qu'est-ce qu'elles font? Ce sont des personnes de l'initiative? Oui. Oui. Donc, on a par exemple 2 personnes en Inde et 2 personnes à Madagascar. Okay. Elles chôment pas. Elles ont d'abord tout le relationnel et l'institutionnel en local. Donc, c'est engager les gouvernements locaux justement pour légiférer ou faire appliquer les lois de protection de l'enfance, de protection des travailleurs, etc. Donc, il y a un volet très institutionnel d'advocacy en fait avec les gouvernements.
Et ensuite, il y a vraiment tout un volet de mise en œuvre des programmes. Donc, Vijay en Inde, par exemple, il pilote les programmes dans 180 villages via 10 ONG locales. Gautam, il va dans les sites de transformation et il forme les personnes à des meilleures pratiques, il améliore les process, les installations, etc. Donc, c'est vraiment dans du très concret. Et on est une petite organisation, donc ça pousse aussi à être un peu couteau suisse et à toucher à beaucoup de choses. Vous avez des retours des gens sur place ? Est-ce qu'ils se rendaient compte que c'était pas une situation qui était satisfaisante et que y a des manières de faire qui existent pour changer les choses, ou l'avant-après, en tout cas maintenant les gens sur place, qu'est-ce qu'ils vous disent, s'ils vous disent des choses ? On a des témoignages très touchants des communautés, que ce soit des enfants qui ont l'opportunité de retourner à l'école, de ne pas se marier trop tôt, d'être soignés quand ils ont un problème, ou des familles du coup aussi au sens large qui ont vu leurs revenus augmenter, qui n'ont plus besoin d'emmener leurs enfants dans les mines. Donc cette partie-là, elle est extrêmement positive et vraiment assez touchante. Je serais plus nuancée au niveau des gouvernements. Et là, moi, c'était un gros désaveu, pour être honnête. Je ne pensais pas que ce serait si complexe. Ce sont des temps lents de changement politique. Le mica, c'est pas forcément un sujet, c'est un minerai qui a une faible valeur, donc les gouvernements ne voient pas forcément l'intérêt économique à légiférer, à encadrer. Donc ça, c'est plus complexe et on n'a pas encore tout résolu. Finalement, ils ont une approche très, très financière et pas une approche sociale. Exactement, ce qui est très triste quand on sait qu'ils sont élus quand même par la population qu'ils sont censés représenter. Ouais, je comprends le désaveu. Et qu'est-ce que te disent les adhérents, les entreprises ? Les entreprises, je dirais amont. Donc, par exemple, les transformateurs en Inde ou à Madagascar ont une approche très pragmatique. Ils sont évidemment assez partants pour mettre en place des meilleures pratiques, mais s'il y a aussi un intérêt économique pour eux, donc si derrière, ça leur crée plus de débouchés, si leurs clients les accompagnent, etc. Donc, ils sont aussi très pragmatiques, et ce qui s'entend, en fait, parce que la mise en place de bonnes pratiques implique des surcoûts pour eux. Donc, si leur chaîne est capable de l'accompagner, ils le feront. Et pour les marques, je veux dire, c'est un vrai plus de participer à des initiatives comme ça, multiparties prenantes, parce que c'est des sujets, en fait, qu'une entreprise individuelle peut pas traiter. En fait, c'est pas de la responsabilité d'une marque automobile d'aller légiférer en Inde. C'est pas de ses compétences de trouver des nouvelles sources de revenus aux parents. Donc, en fait, de participer comme ça à des initiatives multiparties prenantes, ça leur apporte des solutions là où ils ne pourraient pas agir sinon. On voit vraiment la force du collectif. Exactement. C'est quoi la plus grosse difficulté que tu rencontres ? À titre de l'organisation, je pense que c'est cette partie avec les gouvernements et ce gros désaveu qui peut quand même de temps en temps mettre un peu le moral dans les chaussettes. Il faut savoir rebondir. Et après, à titre plus personnel, le côté multiculturel est extrêmement dur. Donc, il faut en fait savoir complètement lâcher prise par rapport à ces façons de travailler, ce qu'on attend d'une réunion, ce qu'on attend dans un rendu, par rapport à des personnes en Inde ou à Madagascar qui ont des façons de faire complètement différentes. Mais par contre, dans leur pays, c'est eux qui ont raison. Et donc ça, en fait, en tant que manager, c'est pas évident. T'as un exemple ? J'ai un exemple. On fait une très grosse réunion en Inde où on a réussi à rassembler tous les acteurs que j'ai envie de voir dans cette salle. Moi, j'arrive, je me dis, on a 1h30, on ressort, ils ont tous signé. Et en fait, mon collègue Vijay à côté me dit... En fait, on ressort, il faut qu'on soit tous amis. En gros, que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas eu de clash. Ça, c'est son objectif. Et moi, le mien, c'est qu'on ait pris une décision. Et en fait, toute la réunion, elle se passe en tension. Et après coup, je me suis dit, mais en fait, c'est lui qui avait raison. Mais c'est très dur parfois de faire le pas. On est sur Chef, on parle de leadership forcément et de management. Comment tu vois ton rôle, qui est un rôle... de chef un peu particulier, puisque finalement, toi, tu opères depuis la France. Tu fédères 100 entreprises. Tu as un rayonnement dans des pays très lointains, comme l'Inde et Madagascar. Donc, comment tu appréhendes ce rôle et finalement la posture que tu dois avoir ?
Il y a deux choses, je pense, vis-à-vis de l'organisation. J'ai un vrai rôle de développement, de représentation, de crédibilisation. Donc ça, c'est vraiment aller voir les différents acteurs, nous faire connaître, raconter ce qu'on fait, faire ce qu'on raconte. Et après, j'ai un autre rôle vis-à-vis de l'équipe. Pour ça, pour moi, mon rôle, c'est vraiment de les aider, en fait, de leur apporter le soutien là où ils ont besoin pour eux réaliser leurs activités. Tu te considères être leur manager ou comme on peut une vision, je sais pas, comme on peut avoir en France un manager assez classique où vous faites des points réguliers, les gens te doivent un certain reporting, etc. Ou finalement c'est une toute autre relation de travail? On a une organisation assez horizontale et je dirais dans le consensus. Et ce qui encore est pas très facile dans un cadre multiculturel où en Inde, en fait, ils sont très attachés à une hiérarchie descendante. Donc ça, c'est pas facile aussi à faire comprendre et accepter. Et après, je vais quand même être la personne qui, à un moment donné, s'il faut trancher, prend la décision. Mais on est globalement dans une organisation très collaborative et horizontale. Ok. Avec 7 ans de recul, quel bilan est-ce que tu dresses, Fanny, de cette aventure? C'est un bilan assez génial, je dirais, à la fois pour l'organisation et à titre personnel. À titre personnel, c'est un peu mon 4e enfant, quand même. Donc, je suis assez fière de ce qu'on a réussi avec l'équipe à créer, et à titre personnel, d'avoir réussi à créer et maintenir une organisation qui grossit. Donc, c'est une expérience qui est extrêmement riche. Voilà, donc ça, c'est superbe. Et au titre de l'organisation, ce que je disais, c'est qu'elle a beaucoup grossi, donc c'est aussi un gage de confiance, de crédibilité, de résultats. On est passé, je disais, de 10 à 100 membres, on est passé au tout début 400 000 € de budget les 2 premières années à 1,6 million 7 aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'elle est toujours en croissance, elle est stable, donc elle est vouée à perdurer. Donc ça c'est superbe. Et après, c'est tous les impacts que j'avais mentionnés tout à l'heure. Donc le nombre de bénéficiaires, d'enfants qu'on arrive à sortir des mines, tout ça, on peut que en être extrêmement content. Bah ouais. Comment est-ce que cette aventure, elle a fait évoluer ta vision du monde ? Alors, je vais être un peu cynique de ce côté-là, peut-être, mais finalement, en regardant dans le détail des chaînes d'approvisionnement, je me rends compte qu'on est quand même sur des sujets d'exploitation de l'homme par l'homme et que c'est assez fréquent, que ce soit dans les filières minières et bien au-delà du mica, de la joaillerie, de l'habillement, de l'agriculture. Et en fait, ça, c'était un vrai coup dur. Donc, il y a des belles choses qui se mettent en place, ça évolue, on a de plus en plus d'informations, on a de plus en plus d'outils pour y travailler, mais je pense que ça va mettre un peu de temps avant qu'on arrive à des échanges plus sains dans le monde. Tu me disais que là, vous en êtes au stade un peu des impacts intermédiaires. Ça fait 7 ans que vous y êtes, donc c'est à la fois récent et en même temps, pour certains, ça peut paraître long. Là, tu reparles de la notion de temps. Tu te dis que tu espères avoir des impacts au niveau peut-être ultime que tu espères dans combien de temps ? Alors nous, on s'est fixé des objectifs à 2030 qui sont sûrement ambitieux, mais je pense qu'il faut être ambitieux pour essayer d'aller le plus vite possible et puis le plus loin possible. Et pour le moment, j'y crois. Ok. On parle beaucoup d'impact social. C'est quoi l'impact environnemental de votre initiative ? Alors en effet, c'est clairement un sujet. Toute extraction minière a forcément, c'est une ressource non renouvelable et ça a un impact sur l'environnement. Donc on a mis en fait en place des standards pour l'extraction, pour la transformation, qui ont des volets environnementaux, sociaux, etc. Et sur les sujets miniers, c'est à la fois... Donc, je dirais qu'on a la chance sur le mica que ce soit une transformation qui nécessite ni eau ni intrants chimiques, donc on n'a pas ce volet-là, mais il y a clairement l'impact sur la biodiversité, enfin sur la terre quand on creuse. Donc c'est des sujets de protection des zones forestières ou des zones à préserver et de réhabilitation post-extraction, qui aujourd'hui ne sont pas du tout couvertes, ni en Inde, ni à Madagascar. Donc ça, c'est aussi un de nos volets de travail. Ok. Et le transport ? Est-ce que c'est un sujet de Clairement, c'est un sujet aussi, oui. Une des raisons pour lesquelles je voulais absolument t'avoir sur le podcast, c'est que je nourris cette conviction qui est qu'en tant que Français, qu'Européens, qu'Occidentaux, on a le pouvoir
Finalement, on a un pouvoir parfois beaucoup plus important qu'on ne le pense. Est-ce que ta vision de la relation pays développé, pays en voie de développement, entreprise capitaliste internationale versus des plus petits fournisseurs, est-ce que cette vision-là des équilibres, des relations avec les gens, elle a évolué pour toi ou c'est quoi ta vision de ces équilibres-là ? C'est des sujets auxquels on fait de plus en plus attention. Toute la réglementation européenne qui se renforce sur ces sujets montre qu'en tout cas, on y fait de plus en plus attention. Après, là, c'est très personnel, mais je suis convaincue que si on reste sur des modèles de société et de consommation tels qu'ils sont aujourd'hui, on n'y arrivera pas. Donc, il faut être capable et être courageux à un moment donné, enfin suffisamment courageux pour repenser nos modèles. Mais ça, je suis assez pessimiste sur le fait que ça arrive prochainement. Pourquoi ? Parce que c'est pas vraiment c'est à la fois, je trouve, parce que les entreprises ou les gouvernements font de façon très proactive. Donc, je vois beaucoup d'initiatives plutôt individuelles ou de petits groupes de personnes, en fait, ou de consommateurs ou de personnes engagées. Mais je trouve que les décisions vraiment un peu radicales au niveau du gouvernement, au niveau des entreprises, elles tardent à arriver. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que les décisions soient plus rapides et les actions surtout plus rapides et plus fortes? Malheureusement, j'ai le sentiment, mais qu'il faut qu'un gros truc nous tombe sur la tête. Donc on a eu le Covid, on pensait que ça allait apporter beaucoup de changements et finalement pas tant que ça. Mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment être au pied du mur pour qu'on prenne des grandes décisions. Ou d'avoir des personnes qui fédèrent et qui s'engagent. Exactement. Comme toi. Fanny, on arrive à la fin de notre échange. Est-ce que tu as un message pour les chefs qui nous écoutent et qui ont envie de participer à changer le monde, en tout cas à faire en sorte qu'il tourne un peu plus rond? Peut-être de ne pas attendre et d'y aller, de s'engager. Toute contribution est bénéfique pour la contribution elle-même et pour tout ce qu'elle crée autour, je trouve, parce que ça fait toujours des émules, parce que finalement, ça donne envie à ses enfants, à son mari, aux gens autour. Et tout ça, c'est aussi des impacts un peu cachés, mais qui sont ultra bénéfiques. On a besoin de gens qui s'engagent, en effet, parce que il faut accélérer les changements. Donc, n'attendez pas, allez-y. Tu parlais de courage. Comment est-ce que toi, tu nourris ton courage ? Alors, j'ai 2 chances. Je crois que j'ai un reset tous les matins. Donc, même si je suis un peu parfois au fond du trou, où j'ai des doutes, où chaque matin, je me réveille pleine d'énergie, j'ai cette chance-là. La deuxième, c'est à nouveau mon mari, avec qui j'arrive à décomposer en fait les gros doutes ou les gros problèmes en plus petites choses qui permettent de les atteindre étape par étape. Et de se dire de ne pas regarder toute la grosse montagne, mais plutôt les petites marches qui sont plus faciles à atteindre. Et après, finalement, ce que j'aime bien faire, c'est l'exercice aussi qu'on a fait aujourd'hui, c'est de se dire, en fait, on a déjà fait tout ça. Et de se dire que du coup, ça vaut le coup. Et que même si ça paraît vertigineux, en fait, on avance. Et que tout ce qu'on aura fait sera déjà super. Et ça me permet aussi de continuer. Il y a une chose que je retiens aussi de ton témoignage, c'est finalement de s'intéresser et d'aller regarder les choses de plus près, d'oser, finalement d'avoir le courage de le faire pour savoir peut-être plus précisément sur quoi on doit agir. Parce que si tu n'étais pas allé regarder ce sujet du Mika, tu n'aurais peut-être pas su sur quoi t'engager ou comment t'engager et tu aurais sûrement loupé le coche de quelque chose dans ta mission de responsable des achats. Exactement. Il faut être curieux et oser et poser des questions. Ouais. Dernière chose, en tant que consommateur, est-ce qu'on peut faire quelque chose à notre échelle ? Alors aujourd'hui sur le Mika, c'est un peu compliqué, mais sur plein d'autres produits, oui, c'est de regarder, questionner et puis faire des choix pour des produits qui seraient plus engagés, plus éthiques, plus responsables, évidemment. Merci beaucoup et encore bravo pour ce que vous faites. Merci. Alors, qu'avez-vous retenu de ma conversation avec Fanny Frémont ? De mon côté, j'ai noté quelques phrases clés qui vont me servir de trame pour ce débrief. En fait, les organisations, elles vont continuer à soutenir si elles y trouvent du bénéfice pour elles, en tant qu'entreprise ou en tant qu'ONG, parce que ça sert leur mission. Ça paraît évident, mais je retiens ici que quand on veut s'engager, faire bouger les lignes et donc fédérer autour d'un projet, il faut que les personnes, les organisations qu'on souhaite fédérer y trouvent un intérêt direct. Ici,
Fanny connaît bien la question des achats et des chaînes d'approvisionnement, donc elle allie à la fois des arguments éthiques, économiques et industriels. Ce sont des temps lents de changement politique. Que vous soyez habitué ou non des épisodes de Chef, s'il y a bien une notion qui revient souvent chez mes invités, c'est la question du temps. Quand on parle d'impact, on aimerait que ça soit fort, puissant, rapide, mais on n'est pas une bombe nucléaire les gars. Tout changement structurant prend du temps. C'est important d'en avoir conscience pour l'accepter et agir en fonction de ce temps long. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, ça veut dire que pour atteindre nos objectifs, c'est un chemin, souvent passionnant, pas toujours simple, mais dans la durée. Fanny nous parlait d'un chemin de 15 ans pour atteindre leur ambition initiale. Mais c'est pas un chemin monotone, au contraire, c'est un chemin où elle apprend plein de choses et c'est ça qui est super riche. En fait, de participer comme ça à des initiatives multiparties prenantes, ça leur apporte des solutions là où ils ne pourraient pas agir sinon. Sur Chef, on parle de temps, mais on parle aussi beaucoup de la force du collectif pour avoir de l'impact. Et Fanny enfonce encore le clou avec son témoignage. Tous les experts le disent, que ce soit sur Chef ou ailleurs, pour faire bouger les lignes, il est important d'unir nos forces. Ça ne veut pas dire que seul on ne peut pas agir, bien sûr. La preuve, puisque l'initiative que dirige Fanny est composée d'une toute petite équipe. Mais une équipe qui réussit à fédérer de manière bien plus large. Je dépasse un peu le cadre du témoignage de Fanny, mais je tire le trait de ce que ça veut dire être chef. Ça veut dire avoir des compétences pour fédérer, pour animer un collectif, pour arriver au consensus, respecter l'altérité aussi. On est bien loin du petit chef qu'on a peut-être tous en tête. Voilà, j'arrive à la fin de ce débrief et donc de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté Chef. Si vous aimez le podcast, si les messages qu'on fait passer avec mes invités dans les épisodes de Chef vous touchent, diffusez-les autour de vous, sur les réseaux sociaux, taguez-moi pour que je puisse vous voir et vous repartager et encouragez cette initiative sur les applications de podcast, Apple Podcast et Spotify en mettant une note, un commentaire. C'est super important pour les classements, pour la visibilité et aussi pour la reconnaissance du travail de mes invités et du mien. Merci beaucoup, à très vite.